merci à l'École supérieure d'art et de design des Pyrénées de nous accueillir pour cette première conférence d'un cycle qui est proposé par le Bel Ordinaire en parallèle des expositions qui sont présentées tout au long de la saison. Ce soir, vous avez l'occasion d'écouter Sacha Léopold du studio Syndicat, qui n'est pas avec son binôme Sacha Aveugère, qui est souffrant en ce moment, et donc qui vous prie de l'excuser. Du coup, il a laissé le soin à Sacha de vous présenter à la fois leur travail au sein du studio et l'ensemble des activités connexes qu'ils ont et qu'ils développent ensemble, qui passent par une édition du commissariat d'exposition, et puis Sacha rentrera un petit peu plus dans le détail de la dernière expérience de commissariat d'exposition, dont vous pouvez voir le résultat concret au Bel Ordinaire jusqu'au 21 janvier. Voilà, à toi, Sacha. Merci Florence. Rebonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'accueil aussi de l'école. Comme le disait Florence, l'idée c'est d'essayer de traverser un petit peu les activités qui nous animent, les activités mentionnées en haut de la première image, Syndicat, Empire, Revue Faire. On travaille sous le nom de Syndicat depuis 2012 à Paris. On mène majoritairement des projets d'identité visuelle, des collaborations avec des artistes, des lieux culturels pour des identités, des sites internet. On travaille aussi avec des artisans, des joailliers notamment. On a une maison d'édition au sein de laquelle on édite aussi une revue sur le graphisme, sur le design, sur les images. Accessoirement, mais pas vraiment accessoirement, finalement comme une espèce de prolongement de ce qui nous anime, on mène différents projets, si on utilise un gros mot, on appellerait ça commissariat, mais en tout cas d'édition d'objets qui nous intéressent, qu'on présente sous forme exposée. Pour présenter un petit peu la première partie, rapidement aussi, on va passer assez vite sur les images, on a à peu près 300 images à regarder. L'idée n'est pas de les regarder dans le détail, de vous expliquer les raisons des choix typographiques, mais plutôt de balayer un petit peu les choses qui nous intéressent au studio. Un premier projet, l'identité de la Maison Lunel, qui est une marque assez importante de luminaires dans les années 50, qui disparaît totalement après sa fermeture, et que la petite fille Agathe Lunel, dont la petite fille Agathe Lunel découvre l'existence en 2020. Elle décide de la remonter assez rapidement pendant la période Covid et de rééditer des lampes que créait son grand-père. Elle nous confie l'identité, le site internet, identité qui est basée sur une forme de réappropriation de fonte qui nous paraissait importante dans la culture française à l'époque. Un projet un peu plus récent, puisque ce que vous voyez ici sont seulement des images numériques, l'ensemble est chez l'imprimeur et devra arriver la semaine prochaine. L'identité du musée de l'imprimerie et de la communication graphique à Lyon, qui nous a été confiée juste avant les vacances. Identité assez complexe, puisque généralement, quand on parle d'identité, on imagine que l'on va dessiner un logotype, décider de choix typographiques, de choix visuels, d'une direction artistique un petit peu générale. Ici, l'attente, puisque le musée est assez bien implanté dans la ville de Lyon, l'attente était de conserver le logo précédemment dessiné par Damien Gauthier et le bureau 205, chose qui nous paraissait assez étonnante, puisque manipuler le travail des autres, d'une part, est toujours un peu compliqué pour des questions de respect, mais aussi de rapport aux images, de rapport aux formes. Chose à quoi on répond que l'on utilisera le logo seulement sur des projections de maquettes 3D à partir de la norme graphique précédemment développée par le Studio 205, ce qui nous donne des objets 3D qui viennent signer l'ensemble des supports de communication. Ici, l'identité du centre céramique La Borne,
Projet d'identité assez surprenant puisque cette identité a duré 6 mois avant un changement de direction dramatique et une éjection, un catapultage. Mais c'est un projet qui nous tenait à cœur dans le sens où on a procédé à un redessin d'une fonte assez iconique de la fin des années 60 que l'on a beaucoup rencontré sur des signalétiques de magasins, des boucheries, des pressings. On en a proposé un dessin assez différent de la forme originale, mais que l'on a quand même appelé le pressing. L'idée était aussi, dans cette identité, de croiser différentes activités, très artisanales, puisque le centre céramique est basé sur une histoire de l'artisanat, mais invite parfois des artistes contemporains à faire des projets de résidence ou des projets d'exposition, ce qui crée déjà, au sein d'un village de 150 habitants, des conflits assez importants. Ici, le site d'une joaillière, Hélène Courtaigne, qui est à la fois un site de présentation de son travail de joaillerie artisanale, puisqu'elle travaille seulement des pièces uniques, mais que l'on rejoue par l'idée d'une forme d'effervescence, de magasin, de quelque chose finalement d'assez bling-bling, mais qui permet aussi de rentrer dans le détail de chacune des pièces par une série de photographies commandées à une photographe qui s'appelle Julien Andréon, et qui permet aussi d'incarner, de donner des échelles, des contrastes de matière, ce que permet souvent assez peu les images qu'on connaît de reproduction sur fond blanc de la joaillerie. Depuis 7 ans cette année, on travaille sur le projet d'une revue dont on est seulement graphiste et directeur artistique, qui s'appelle Profane, qui est une revue assez particulière qui s'intéresse aux pratiques amateurs et à la figure de l'amateur, parfois dans l'art contemporain, parfois des gens qui collectionnent des objets singuliers. On peut par exemple y découvrir comment s'appelle un collectionneur de petites cuillères ou une collectionneuse d'éteignoirs à bougies, mais aussi comment la figure de l'amateur peut influer dans des productions bien professionnelles cette fois-ci, différents artistes, différents photographes ou vidéastes. On y croise de ce fait une documentation très différente et qui nous appartient de rythmer dans un ouvrage qui sort 2 fois par an. Ici, un projet de monographie pour un artiste qui s'appelle Guillaume Pinard. Sa première monographie, qui était un sujet, comme beaucoup de personnes finalement, qui est toujours un petit peu angoissant, parce qu'on a souvent une forme d'angoisse d'un rapport au cimetière, ou en tout cas une espèce d'isolement, voire un arrêt. Lorsqu'on rencontre Guillaume Pinard, il nous explique qu'il veut nous confier sa monographie, mais qu'il ne veut pas de monographie. A priori, ça part difficilement. On commence à discuter et au fil de la discussion arrivent des projets, il nous montre des projets et en continuant de discuter, au fil des semaines, on se dit mais ce qui est intéressant dans ce projet de monographie, c'est pas tant la forme que la monographie va avoir, mais le rythme de nos discussions qui pourrait exister. On continue pas de discuter spécialement ensemble, en tout cas pas seulement ensemble. On confie à Franck Balland et Julie Portier un grand entretien qui, lui, va rythmer l'apparition des images. Il n'y a pas d'apparition chronologique, on n'y verra pas la période scatophile de Guillaume Pinard, mais on pourra voir apparaître différentes approches du dessin, de l'installation, de la peinture, au fur et à mesure de la discussion. C'est donc cet entretien qui rythme la publication. Quelque chose qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est les questions de documentaire, le rapport à l'archive, le rapport à la reproduction des archives. En l'occurrence, pour la monographie Chris Marker qui était liée à l'exposition qui avait lieu à la Cinémathèque française à Paris il y a de ça, je crois, 5 ans, il nous a été permis d'investir l'ensemble des archives Marker
qui ne sont pas énormes, mais qui constituent quand même à peu près 20 mètres cubes de documents, notamment ce que Chris Marker appelait des livres truffés, qui étaient des romans, des essais dans lesquels il compilait des coupures de presse, des objets qui lui tenaient à cœur et qu'il rythmait, qui parfois avaient des rapports au contenu lui-même, qui parfois étaient seulement juste des classeurs, et ce qui nous permettait, à partir d'un scanner A3, de numériser l'ensemble, en tout cas les documents qui nous intéressaient, qu'on nous a permis aussi d'éditer, c'est-à-dire dans lesquels on pouvait faire des choix. On n'était pas les éditeurs de ce projet, mais finalement, la possibilité offerte était assez large. Un projet intermédiaire qui consiste plutôt en une signalétique d'information. L'École des Beaux-Arts de Paris nous propose de réaliser une signalétique qui viendrait informer sur la collection de moulages historiques que l'école possède, puisqu'en effet, à l'époque, les écoles d'art produisaient des reproductions de sculptures de l'ensemble du globe pour pouvoir apprendre à la fois les questions de sculpture, mais les questions de proportion, les questions du dessin, et le travail se faisait autour de ces modèles reproduits. Et finalement, au fur et à mesure des années, ces sculptures disparaissent. On les regarde comme des meubles qui auraient trop pris la poussière ou qui auraient trop pris des graffitis ou des dessins idiots sur le visage. En travaillant à ce projet, on a invité un artiste qui s'appelle Xavier Antin. En tout cas, je dis invité, finalement je me trompe sans doute. On s'est emparé d'une pièce de Xavier Antin, qui est en fait une vis imprimée en 3D en cuivre, dans un alliage imprimable en 3D de cuivre et d'une autre résine, qui permet de produire des vis dont les formes et contreformes sont en fait un alphabet. Il vous faut donc commander la vis, mais aussi l'embout qui permet de visser. L'école a donc acquis l'ensemble de cet alphabet sous forme de casse typographique, mais aussi finalement seulement une boîte de vis. Et c'est ces seules vis qui nous permettent de fixer des plaques PVC gravées au laser qui viennent en contraste avec ce matériau brillant. Ici, l'identité d'un artiste qui s'appelle Jonathan Winitsky, avec lequel on a plusieurs fois collaboré. On reviendra un peu plus tard sur la grosse collaboration qui nous a fait nous rencontrer. Pour une grosse exposition qu'il proposait à Tel Aviv, exposition que l'on n'a pas eu l'occasion de voir grâce à cette magnifique arrivée du Covid, et qui nous a permis, 15 jours avant l'apparition officielle du Covid, de mettre en place un système de numérisation d'exposition qu'on trouvait assez novateur finalement, assez brillant. Et à peu près un mois après, toutes les galeries, tous les centres d'art faisaient, grâce au Covid, la numérisation de leurs accrochages. Ce qui était intéressant ici de cet outil, en tout cas de cette plateforme qui s'appelle Matterport, c'était le rapport à l'espace dans lequel se déployait l'artiste, puisqu'il déployait des choses à la fois au sol, au mur, des choses autour desquelles on pouvait tourner, et pas seulement des accrochages muraux. En 2015, pour faire suite à différentes collaborations avec des centres d'art, avec des artistes, qui nous permettaient à la fois de travailler des questions d'identité visuelle, mais par la suite des questions de publication. Ces questions de publication étaient souvent très mal diffusées, puisque les centres d'art n'ont pas, dans l'absolu ou à la base, vocation à être éditeurs, en tout cas à se charger de la diffusion et de la vente des ouvrages qu'ils produisent. On a décidé, pour continuer un petit peu ces questions qui nous animaient, de monter une structure qui nous permettait de proposer une forme de coédition finalement, puisque au tout départ on est seulement diffuseur via des plateformes de diffusion, les presses du réel et ID Books, de différents ouvrages. En l'occurrence ici, les artistes iconographes réalisés avec la Villa du Parc à Annemasse, qui était un centre d'art dont on faisait l'identité pendant 5 ans, si je ne me trompe pas, 4 ans ou 5 ans.
Les artistes iconographes étaient un cycle de 4 expositions qui revenaient sur la pratique de nombreux artistes qui utilisent l'image dans leur travail, soit des images qu'ils s'approprient, des images qu'ils volent, des collections d'images, la réappropriation de leurs propres iconographies. La Villa du Parc a proposé 4 expositions en une année, et plutôt que de seulement faire un catalogue photographique, il a été question d'inviter un panel d'auteurs et d'autrices à regarder la manière dont Internet, aujourd'hui, avait influencé le travail de certains artistes. En tout cas, la circulation possible des images avait influencé le travail de différents artistes. Donc, sous une forme plutôt d'un livre-poche, on a à la fois un catalogue qui renferme différents entretiens avec des artistes assimilés comme iconographes, mais aussi des essais sur ces pratiques. La réédition de ce même catalogue, où l'on invite dans le livret d'entrée, qui est une forme d'objet perdu, puisqu'il n'a pas de titre, mais seulement des images, qu'il n'est pas relié à l'ouvrage, on invite une autre artiste, en l'occurrence Batja Sutter, une artiste hollandaise qui s'intéresse à réorganiser ses collections d'images. Elle a notamment réalisé un ouvrage très intéressant qui s'appelle Parallèle Encyclopédia, où elle reconstruit une forme d'encyclopédie à partir d'images collectées. L'association Empire est aussi une forme, je dis association puisque c'est la forme qui nous permettait aussi d'en faire un terrain d'expérience, en l'occurrence un terrain d'expérience pour des ouvrages qui auraient a priori une forme de diffusion très délicate ou un projet économique ultra fragile. Des expériences comme le projet The Middle of the World mené avec Jonathan Winitsky, qui invite une 60aine de collaborateurs à s'intéresser aux différentes spécificités de 13 ateliers d'artistes, donc l'endroit où ces artistes travaillent ou travaillaient. Et à travers ces 13 ateliers, il invite donc des photographes, des architectes, des designers, des illustrateurs, des historiens, des essayistes à s'emparer de certaines de ces spécificités pour les rejouer, pour les réactiver. En l'occurrence ici, on regarde une double page rejouée par un acteur de photos historiques de Calder dans son atelier dans le centre de la France à Saché. Cet acteur rejoue des photos historiques qu'on avait de Calder, mais en y incluant différentes sculptures. Ici, une sculpture de Ryan Gander produite pour le moment de la photographie. Ici, des reproductions de sculptures, en l'occurrence en studio photo. Pour les 2 artistes encore en vie, j'ai cité Dorothy Rockburn et voilà. Pardon ? C'est vrai. Yaakov Agam, pardon. Je suis navré. Yaakov Agam, juste avant qu'il parte de son atelier parisien pour habiter dans son propre musée en Israël, qu'il s'est fait construire, laisse venir un photographe pour faire une visite de son atelier. En 2010, on commence à assister à un graphiste qui s'appelait Pierre Bernard au sein de l'atelier de création graphique. Pierre Bernard était en l'occurrence un des fondateurs et cofondateurs d'un studio qui a fait date entre la fin des années 70 et la fin des années 80, qui s'appelait Grappus, un studio très engagé à la fois dans les questions générales et politiques, mais aussi avec une forme d'attachement à la question des identités d'institutions. Et un jour, Pierre Bernard, faisant du tri dans sa bibliothèque, nous propose de récupérer avant, je ne sais pas, de les détruire, de les donner, de les jeter, différents objets. On trouve un classeur avec marqué NASA dessus, on le regarde, on voit qu'il y a différentes normes graphiques, différents textes sur des choix typographiques. On le prend, on le remercie, et puis on le range dans notre bibliothèque, et l'objet un peu disparaît. Et quelques années après, on le réouvre, on essaye de lire les différents textes, mais avec peut-être plus d'attention.
Et on se dit que cet ouvrage est assez intéressant puisque dans des textes assez concis et à la différence d'aujourd'hui, dans différentes normes graphiques, vraiment absolument pas pompeux ou en tout cas très direct, il arrive à transmettre des éléments assez fondamentaux des usages graphiques de cette compagnie américaine, qui est en fait une compagnie publique. Et on décide donc, pour pouvoir le faire diffuser, le partager un peu rapidement, et pour une somme assez modeste, de le reproduire en noir et blanc, d'essayer de traduire ces textes en français. On le traduit en noir et blanc, on y rajoute le rouge emblématique NASA, et un nuancier qui nous permet de regarder les 3 autres couleurs restantes, ici le cool grey, ici le blue, ici le red, encore une fois dans la forme de la traduction. Il s'agissait à la fois d'une traduction textuelle, mais aussi une forme de traduction technique ou de reproduction. Pendant qu'on reproduisait NASA, on avait en tête un objet qu'on avait découvert à la bibliothèque Kandinsky au Centre Pompidou à Paris, un classeur qui est, à l'époque, on faisait des normes graphiques dans des classeurs et pas sur Dropbox ou pas sur PDF. Ces classeurs circulaient, mais circulaient beaucoup moins. Chaque lieu d'une entreprise avait un classeur qui était un petit peu la Bible et le repère des objets. On avait en tête un classeur de l'entreprise IBM, dessiné par Paul Rand, entre 69 et 87, et qui, à la différence justement de NASA, a été mis à jour pendant quasiment 20 ans, et mise à jour différemment pour des questions techniques, pour des questions de lieu, puisque IBM était implanté dans énormément de pays dans le monde. Et au fur et à mesure de nos recherches, on trouve à peu près 6 classeurs mis à jour différemment. On essaie de numériser l'intégralité, on commence à éditer, donc faire des choix dans ces images, de faire des choix dans ce qui influait les questions de remplacement, de technique, parfois de typographie. On décide aussi de traduire l'ouvrage et de le réimprimer dans les 13 couleurs originales qui étaient utilisées à l'époque. À la différence de NASA, qui était un projet finalement assez modeste dans son économie, IBM, lui, était un projet de plus grande ampleur. Un projet très récent, puisque le livre était lancé avant-hier, la monographie d'un photographe qui s'appelle Lucien Pelaine. Je l'appelle photographe, à vrai dire, il n'est pas seulement photographe, il travaille plutôt la photographie dans des formes performatives, serait le mot d'aujourd'hui, mais plutôt des photographies brutales dans des situations qui ont lieu dans sa Lozère natale. Il arpente les paysages et se met dans des formes de difficulté, dans des photographies prises parfois par lui, parfois par ses parents, parfois par ses frères. Encore une fois, il était assez curieux, voire stressé à l'idée d'une monographie. Ce qu'on lui propose, c'est de la même manière dont lui se met en tension dans son travail, voire même en danger, c'est de rejouer son travail par une forme de mise en danger de celui-ci. On propose des pages pliées non symétriquement, c'est-à-dire qui donnent un livre avec des pages de formats différents, dont il faut ouvrir les pages au risque d'en arracher la moitié. Et cette mise en rythme, en tout cas en tension, nous paraissait refléter plutôt justement le travail de Pelaine. Revue Faire, on a à peu près une centaine d'images, je crois, à regarder. Revue Faire a commencé en 2017, au moment où on décide d'arrêter d'enseigner. On ne décidait pas d'arrêter d'enseigner parce que l'enseignement ne nous intéressait plus, mais parce qu'on n'y trouvait plus notre compte, que ce soit en termes de temps, en termes d'économie, mais aussi d'implication dans les projets. En tout cas, on n'avait pas eu l'occasion de développer assez bien dans les écoles les projets qu'on souhaitait mener. Mais on souhaitait continuer à mener différentes formes de transmission, de pédagogie, d'une manière ou d'une autre. On a continué à faire des workshops et pendant le même temps, on se rendait compte que les ouvrages critiques sur le design graphique ou sur les images étaient finalement assez rares. Ceux qui étaient de bonne qualité textuelle étaient souvent menés par des associations qui produisaient des ouvrages quand elles avaient l'économie, quand elles avaient le temps, et finalement, et le temps et l'économie n'arrivaient jamais au même moment. Donc les publications arrivaient
tous les 6 mois, tous les ans, tous les 2 ans, et des fois s'arrêter. N'ayant ni l'argent ni le temps, on a proposé un format d'une 20aine de pages qui paraîtrait tous les 15 jours sur une année scolaire et qui permettrait au lecteur d'avoir tous les 15 jours un essai d'une trentaine de 30 000 signes environ, encore une fois français et 30 000 signes anglais, mais qui permettent de rentrer dans différentes thématiques liées à l'image, liées au design graphique, parfois liées à la typographie, mais parfois aussi à la photographie ou à des projets dérivés ou qui ont inclus le design graphique dans des projets plus larges. On y trouve une série de posters faits par M&M Paris pour le Théâtre de Lorient, une interview réalisée avec Spassky Fischer autour de l'identité menée par le MUSEM, pas tant sur leur choix graphique, mais sur la manière de discuter au quotidien avec des clients sur une identité qui est liée à perdurer. Interview qui est aussi prolongée avec Cornel Windlin, un graphiste suisse, Experimental Jet Set, un studio hollandais, et Strobo aussi, et différents autres studios. Les questions de reproduction, comment la reproduction d'ouvrages emblématiques pourrait être traitée, à la fois techniquement, historiquement et conceptuellement, par James Langdon, l'histoire d'un acronyme, ACAB, par Jérôme Dupérat, une visite de studio de la graphiste Inès Cox, une graphiste belge, qui était l'occasion pour nous de confier aussi une série photographique à une photographe avec laquelle on collabore assez souvent maintenant, qui s'appelle Julia Andréon. Et l'idée, au-delà de l'idée éditoriale, celle de design graphique, est pour nous de trouver des formes qui ne nous ennuient pas, dans le sens où travailler tous les 15 jours à produire une revue, ça peut paraître un moment un peu laborieux, voire très routinier. Et donc ces questions de collaboration, de reproduction, de format, de matériaux, de voir aussi comment à partir d'un objet très modeste de 20 pages, on peut essayer de l'étendre par des posters, par des dépliants, nous intéresse. Ici, une autre collaboration avec un photographe pour la visite du studio de Laurent Benner. Des numéros spéciaux qui sont justement un peu plus épais, une 60aine, 80 pages. Ici, sur les posters d'artistes, la manière dont des artistes soit ont collaboré avec des graphistes, soit ont réalisé eux-mêmes des posters pour leurs expositions, ou des posters qui étaient des objets hybrides entre des œuvres et des objets de communication. Aussi une interview avec M&M Paris qui a réalisé pas mal de collaborations, entre autres avec Pierre Huyghe, Philippe Parreno, pour ce qu'on appelle des posters d'artistes. Des choses plus historiques, Jan Tichold, autour de quasiment la seule et unique photographie qui a circulé de Jan Tichold, en tout cas qui est reproduite dans énormément d'ouvrages. Une identité de théâtre, le Schauspielhaus mené par Cornel Windlin. La question de la vue d'exposition, en tout cas ce que Rémi Parcollet appelle des photomuraux, c'est-à-dire des reproductions photographiques d'exposition dans des espaces d'exposition, des manières de rejouer des espaces, chose dont s'empare énormément un artiste qui s'appelle Jonathan Monk dans une série de projets qui s'appelle Exhibit Model. Il rejoue ses propres expositions dans ses nouvelles expositions. Des questions d'impression à la demande, les impressions en ligne, les impressions à l'unité, par Manon Bruet. Archigramme, une revue d'architecture des années 70. Les conférences de graphistes. La manière dont les nazis se sont appropriés la figure de la danse synchronisée en vue de propagande, par Alexandra Midal. Encore un numéro spécial sur les spécimens typographiques par Olivier Lebrun.
le dernier numéro, ce qui est faux à vrai dire, le dernier numéro actuel est le numéro 40. Ici, une série de cartes de visite qui s'appelle My Calling Cards, qui est un projet mené par une artiste qui s'appelle Adrienne Piper, qui propose 3 types de cartes de visite qu'elle adresse à différentes personnes lors de scènes de drague lourde, soit de propos racistes, soit pour être seulement tranquille. La carte de visite étant a priori un objet de communication, là c'est une forme de communication qui permet de mettre à distance, ou en tout cas d'arrêter une situation. Un texte par Jérôme Dupéra. Tous ces projets éditoriaux, notamment la question de la revue, nous amènent à la fois à traiter des sujets qui nous intéressent, qui nous paraissent intéressants et qu'on aimerait partager, mais nous amènent aussi à des questions éditoriales, dans le sens d'éditer, dans le sens anglais d'éditer, c'est-à-dire de faire des choix et de trier des documents, des objets, et à un moment, en fonction d'espace, d'arrêter ces choix. C'est ce qu'on essaye de faire à différents moments à travers d'expositions pour partager un autre sujet qui nous tient de manière assez récurrente dans notre pratique de graphiste à cœur, c'est la question de la dimension technique et notamment comment la technique à un moment peut faire corps avec un projet de design graphique pour, dans cette symbiose, arriver à le magnifier ou en tout cas à le rendre assez juste. En 2010, si je ne dis pas d'erreur, au Festival du graphisme et de l'affiche de Chaumont, sur l'invitation d'Étienne Hervy, on a l'occasion de présenter une 60aine de travaux de graphistes internationaux autour des techniques d'impression. L'exposition s'appelait Monozucuri, façon et surface d'impression. Exposition qui montrait une forme de panel de techniques face à des projets qui nous paraissaient emblématiques de cette appropriation de la technique, de la manière dont parfois cette technique était rejouée. Exposition dont le design de mobilier se réfère aux tables de contrôle d'impression. Quand on contrôle une image qui vient d'être imprimée sur les machines offset, on se penche sur l'objet qui sort et on tente de l'analyser. Cette exposition circule dans 6 lieux différents et écoles pour donner suite à une seconde exposition qui s'appelait Monozucuri, façon et surface d'impression. J'ai peut-être dit une bêtise, la première s'appelait Monozucuri, forme d'impression, la seconde s'appelait Monozucuri, façon et surface d'impression. Cette exposition présentait une centaine d'ouvrages qui nous paraissaient emblématiques dans leur rapport à la reliure, dans leur rapport aux matériaux, donc au papier, aux encres, mais aussi dans leur séquence. Puisqu'on oublie assez souvent que quand on consulte un livre, on a affaire à une suite de pages, donc une suite d'images qu'on peut assez vite mettre en parallèle à la question cinématographique de la séquence, en tout cas celle de la suite. On montre cette centaine d'ouvrages très proches du sol, pour éviter une mise sous vitrine. La question des expositions nous intéresse aussi dans sa frustration, puisqu'on a regardé beaucoup, on a, à titre personnel, consulté beaucoup d'expositions, souvent très intéressantes, mais qui nous présentent un ouvrage a priori incroyable, sous vitrine, et dont on peut consulter souvent une double page, ou bien une couverture et une double page, et là c'est le Saint Graal. Mais on ne peut absolument pas, justement, considérer la dimension de séquence, les matériaux et l'ensemble des sujets qui nous intéressaient ici. Donc il fallait donc faire un effort, se baisser, pour pouvoir consulter les ouvrages. Je mens aussi, puisque 5 des projets étaient sous vitrine, puisqu'ils nous avaient été seulement prêtés. Donc je mens aussi parfois. Ici, les affiches du projet dont on va parler par la suite, qui est le Fonds international d'objets imprimés de petite taille. Fonds international qui nous présente à peu près 300 projets, un peu plus d'1 millier d'objets de petits formats, d'économie modeste, de circulation parfois modeste, mais parfois à l'inverse, de grande circulation,
en l'occurrence des cartes de visite, des flyers, des livrets, des petits dépliants qui deviennent des grands posters, des cartes de visite imprimées en noir et blanc ou des cartes de visite embossées avec 3 dorures, 2 découpes laser et 2 gaufrages. La question de l'économie liée au format, et encore une fois celle de la technique, nous intéressait ici. On propose donc ces 300 projets sur des boîtes qui font figure de socle dans des étagères. Ces mêmes socles permettent d'imprimer les cartels de ces objets. Quand on appelle ça cartel, c'est surtout les histoires de ces objets, puisque ce qui nous intéresse, en tout cas à titre personnel ici, c'est surtout de raconter des histoires, en tout cas des histoires intéressantes, parfois drôles, même si tout n'est pas drôle, qui nous ont amenés à faire les choix de ces ouvrages. Je parle d'ouvrages, en l'occurrence ici, on regarde des objets de signalétique de la Documenta 13, fait par le studio de design graphique Firfunf. Donc il y a un panel d'objets assez différents. Cette exposition a récemment été acquise par le CNAP, le Centre national des arts plastiques, mais le fonds est toujours consultable en ligne, puisqu'on a mené un projet d'archivage de l'ensemble des projets présentés, que vous pouvez consulter à l'adresse fondinternational.com. C'est pas une arnaque, on était très étonnés de pouvoir acheter un site avec un nom de domaine pareil, mais le nom de domaine était disponible. Arrivons au nerf de la guerre. 0. Nous allons parler d'un chien. 0 qui tient le livret de l'exposition, qui est un petit peu la porte d'entrée de l'exposition présentée au Bel Ordinaire. Pour reconstituer un petit peu la scène de crime, on rencontre Florence de Mecnem en 2019 ou 2018 à Chaumont. Florence le raconte beaucoup mieux que moi. Et autour du Fonds international d'objets imprimés de petite taille, et on discute ensemble d'une possible itinérance de ce fonds. Ce à quoi on répond, et c'est souvent le cas, qu'on avait, je pense, déjà fait 7 ou 8 itinérances, et l'idée de ces fonds, c'est à la fois d'itinérer, mais à titre personnel, parfois, il y a une forme d'usure, que n'ont étonnamment pas, par exemple, les gens du cirque ou les gens qui arrivent à faire des tournées qui se répètent tous les jours, mais à un moment, il y a une forme d'usure. Et depuis 2013, traînait dans nos têtes un projet qui avait toujours lié à la dimension technique, en tout cas aux questions de fabrication, mais qui se frottait au design d'objets, ou en tout cas aux objets, qui était la question du moulage. On avait découvert, et on en parlait dans le parc des sculptures des Beaux-Arts de Paris, on avait découvert le lieu de production de l'ensemble des reproductions françaises de sculptures, un atelier de moulage incroyable où toutes les sculptures iconiques de l'histoire du monde, c'est peut-être très ambitieux, en tout cas étaient reproduites. De ça, on avait rapproché différents objets et commencé à se dire que finalement la question du moulage était intéressante à plein de titres, mais ce qui faisait peut-être défaut dans un type de projet, c'est de l'arrêter, en tout cas de le circonscrire à un type de domaine. Le moulage dans l'industrie, le moulage dans l'art contemporain, le moulage dans le papier. Aller à un moment fermer aussi des questions de curiosité et de croisement de techniques, notamment de remise en question technique. Ce qu'on propose donc au Bel Ordinaire, c'est un ensemble d'une 50aine de projets avec lesquels... Oui, j'aime beaucoup ce chien, il faut m'excuser, j'aime beaucoup, beaucoup 0. On rentre dans l'exposition à partir d'une feuille de salle augmentée, d'une modeste publication, qui revient sur ces 50aines de projets présentés, qui lie à la fois des projets d'artistes, des projets artisanaux, des projets de design, mais avec un rapport à l'artisanat, des objets du quotidien, des boîtes d'œufs, des bouteilles d'eau,
mais un ensemble de techniques qui, justement, par leurs différences, vont permettre des échos, des rebonds, vont permettre aussi des croisements de disciplines. Et c'est, encore une fois, ces notices qui nous intéressent dans ce projet. En tout cas, c'est les questions des rythmes d'histoire de ces objets. L'exposition est divisée en 2 grandes parties. Une forme de scène entre théâtre et scène télévisuelle qui nous présente une trentaine de projets physiques. En l'occurrence, ici, un projet qui n'est pas une œuvre, mais qui sont des morceaux d'œuvres qu'utilise un artiste qui s'appelle Simon Nicaise. Ici, un projet fait par un artiste dont j'oublie le prénom, mais dont le nom de famille est Williams, qui, au lieu d'utiliser la cire perdue, utilise le polystyrène perdu, le même principe que la cire qui fond dans un four, le polystyrène fondant laisse place à une contreforme dans laquelle on peut couler du verre. Pour revenir sur Simon Nicaise était un très grand fan des olives de pêche. Les olives de pêche, c'est ces petits objets en plomb qui ressemblent à des olives. On glisse un fil et ça permet de donner du poids à une ligne de pêche. Et pour continuer dans l'esprit apéritif, Simon Nicaise produit des contreformes à ses sculptures à partir de cacahuètes. On y croise des objets plus artisanaux, en l'occurrence ici, mais je ne sais pas pourquoi c'est... Voilà. En l'occurrence ici, le vase Douglas, qui est un vase d'un designer français qui s'appelle François Azembourg, qui est soufflé à la main dans un moule en pin Douglas. Le pin Douglas, c'est très important dans le processus, puisque c'est un bois avec un veinage assez présent, mais aussi un bois très fragile qui résiste très peu à la chaleur et qui, à chaque soufflage, emprunte le verre d'une manière différente, puisque le bois brûle à chaque soufflage et au bout de 6 à 8 soufflages, on est obligé de changer de moule. Donc chaque soufflage est unique et donne l'empreinte, disons, du détail du moule. Ce que l'on a souvent aussi tendance à oublier, c'est que le moule est finalement une forme en relief, au-delà du relief juste de la sculpture, mais une forme de relief du métal ou du plâtre, ou peu importe, mais finalement, ici, on voit vraiment la question de la matière du moule. Ici, un projet d'un architecte qui s'appelle Simon Boudvin, qui vient creuser directement à même la terre, puis couler du béton armé, enlever la terre qui est autour de ce béton séché, et cette terre crée à un moment ce siège. La question du soufflage de bouteilles, dans une dimension à l'inverse de la production de Simon Boudvin, absolument industrielle, la question du pressage de vinyle, d'autres anecdotes plus historiques, en l'occurrence ici, la question du carton bouilli. Le carton bouilli était un mélange de vieux journaux, de vieux tissus, parfois de plâtre, de colle et d'eau, qui permettait de faire des reproductions d'objets qui auraient pris des heures, voire des années à sculpter, mais du coup des reproductions assez mécanisées d'objets qu'à l'époque, en l'occurrence ici, pour cette pelle et ramasse-miettes, on appelait des chinoiseries, puisqu'elles reproduisaient une iconographie asiatisante. Ici, toutes les photos que je vous montre ne sont pas des images retouchées, pas recadrées, c'est des photos d'iPhone de repérage. Donc, vous nous excuserez, la moquette pas aspirée, puisqu'aujourd'hui elle est aspirée. Et en l'occurrence ici, ce sont des morceaux de sucre donc, qui perdent leurs petits grains. Des anses en sucre, dessinées par un studio de design qui s'appelle 55 Designer en 2009, pour un projet un petit peu plus vaste qui s'appelait Réanime. Ici, on mime la forme de la anse de tasse avec un sucre qui lui-même peut être posé sur le bord de cette même tasse. Une autre expérience au CIRVA, au Centre international de recherche sur le verre dans l'art, menée par un studio de designers qui s'appelle Normal Studio, où les designers expérimentent des moules en tôle perforée qui, grâce à ces petits trous, donnent une forme de relief au verre qui est à la fois transparent et teinté, une forme de relief et donc aussi une forme de transparence ou de diffraction de la lumière. Un objet d'une grande créativité, puisque un jour,
j'imagine un grand logisticien a découvert qu'empiler des pastèques les unes sur les autres dans des palettes faisait perdre de la place puisque la pastèque est ovoïdale. Donc, entre chaque pastèque, on perd de l'espace et a donc proposé qu'on moule, lors de leur croissance, les pastèques dans une contreforme carrée pour pouvoir les empiler et ainsi gagner énormément de place. Le pressage de vinyle, qui lui aussi est une forme de moulage, qui permet des effets en mélangeant les différentes résines utilisées, chauffées puis pressées, d'avoir des effets de marbrure, des effets d'éclaboussure ou des effets parfois plus délicats de transparence. Ici, une bougie d'un artiste qui s'appelle Jonathan Winitsky, avec qui on a donc collaboré précédemment pour cet ouvrage The Middle of the World, et qui, à partir du Covid, voyant qu'il n'avait plus d'exposition, une galerie balbutiante qui depuis, je crois, a fermé, se met à produire une forme de boutique qui s'appelle The Workshop of Matt Montigny et qui produit des multiples qu'il réalise majoritairement avec ses enfants. Une bougie qui est constituée d'un collage d'objets du quotidien dont lui-même se sert et dont ses enfants se servent aussi. Ici, un ensemble un peu complexe d'une sculpture d'un artiste qui s'appelle Ryan Gander, qui moule une serviette laissée par son voisin de table un soir de dîner dans un restaurant, et à travers la forme de laquelle il espère lire l'état d'esprit, en tout cas, il espère lire l'âme de son voisin dans la manière dont celui-ci aurait laissé la serviette sur ce bord de table. Ce qui sert de socle ici, et ce qui est aussi dans l'usage réel un socle, un cube réalisé par un studio d'architecture qui s'appelle Sigu, qui recycle un mélange de plâtre et de papier en le mélangeant à de l'eau, en le compressant. Cela permet d'obtenir des formes cubiques qui peuvent, en se dupliquant, réaliser un énorme espace de vente dans un grand espace à Paris dont j'oublie le nom, qui vient juste, la Samaritaine, qui vient juste d'être fait, qui est un grand magasin comme le BHV ou autre. Mais donc ces objets cubiques permettent à la fois une forme de recyclage sur place, puisque le plâtre recyclé est celui de la destruction d'une partie du bâtiment. Donc une forme de réanimation des matières détruites. Ces deux vases ici, un projet de Noam Dover, une artiste israélienne dont la grande majorité du travail s'intéresse à la question du moule, en tout cas de la duplication et de la reproduction. Ici, elle travaille surtout sur le moule, au-delà de la forme du vase lui-même. Elle crée un premier moule qui permet plus ou moins de produire cette forme de jarre, disons, typique. Et une fois cette première forme de jarre coulée, elle vient resculpter à l'intérieur du moule à l'aide de ciseaux de sculpteur, c'est-à-dire qu'elle creuse le moule et recouler par la suite une forme qui va justement apparaître beaucoup plus brute et finalement à l'inverse de ce qu'on imaginerait être le travail de sculpture qui consisterait à partir d'une forme brute pour affiner petit à petit à la fois un dessin mais aussi un grain de matière. Un travail d'un artiste qui s'appelle Régent Pétavin ici, qui au Centre des Arts Verriers de Maisontal investit ce que le Centre d'art appelle la moulothèque, c'est-à-dire une collection d'à peu plus de 2000 moules historiques du lieu, puisque le Centre d'art de Maisontal est une production qui existe depuis quasiment 300 ans. Et il fait se rencontrer différents moules qui, a priori, n'avaient pas vocation à se rencontrer, ce qui crée des objets dissymétriques auxquels il ajoute, en plus de ça, des pigments, en tout cas des teintes différentes dans le verre utilisé. On peut aussi voir des bulles de Nike Air, en l'occurrence différentes époques de Nike Air. On peut aussi y voir des objets justement quotidiens, en l'occurrence le thermoformage amené par la coque de Méhari ou la boîte d'œufs que
généralement, et nous les premiers, on imaginait compressé entre une forme et une contreforme, et qui est en fait une matière aspirée par des microbuses qui ont exactement la forme d'une boîte d'œufs, mais ces microbuses passent dans un bain de cellulose et aspirent cette cellulose. C'est des belles photos. Si on peut voir. Ici, un moule qui permet de réaliser des feuilles artificielles pour des bouquets de fleurs artificielles. En l'occurrence, en chauffant le moule, en mettant une feuille de tissu entre sa forme et sa contreforme, la chaleur va déformer suffisamment le textile pour pouvoir donner lieu à une feuille. Ici, le travail de Baptiste Croze, qui s'intéresse à mouler en série et en creux différents bustes d'Elvis Presley. C'est donc une reproduction d'intérieur de bustes iconiques. Ici, un morceau de signalétique réalisé par un studio suisse qui s'appelle Atlas Studio, qui vient directement dans ce mélange de résine et de sable dans lequel généralement l'aluminium est coulé, vient directement à l'aide d'outils généralement plutôt destructifs, type ponceuse, meuleuse, Dremel et différents types et formes d'outils, vient directement dessiner dans cette matière pour par la suite y couler de l'aluminium. Et on peut voir sur cette image l'apparition de la deuxième partie de l'exposition, qui est pas évidemment une seconde étape, mais en tout cas une forme d'écho à tous ces moyens de production qui nous montrent dans un triptyque des vidéos aléatoires qui sont soit des vidéos documentaires de production, soit des œuvres qui elles-mêmes montrent des productions, soit des images ou des vidéos en tout cas que l'on appelle satisfaisantes, ou en tout cas où on se réfère à toutes ces vidéos que les utilisateurs de réseaux sociaux reconnaîtront, qui sont ces vidéos de processus de fabrication et de production dans une forme presque d'infini d'objets du monde. Merci. Est-ce que vous avez le nom de la personne qui faisait les cartes de visite contre le racisme? Adrian Piper. Merci beaucoup. A-D-R-I-A-N-P-I-P-E-R. Et la prochaine expo, vous avez déjà une ligne en tête? Non, on va déjà essayer de continuer à faire itinérer celle-ci, en tout cas à faire itinérer celle-ci. Et on a des idées, mais on ne va pas en parler maintenant. Après la 5e itinérance de celle-ci, on proposera une nouvelle forme d'expo. Par contre, on veut que contractuellement, ce soit l'équipe du Bel Ordinaire qui se charge avec nous de l'itinérance. Et de pouvoir emmener Zéro aussi aux itinérances. Oui, de la prochaine expo, je veux dire. Vous n'allez pas mouler Zéro? On verra. Ce que je vais dire, c'est tout un commentaire en fait. Jean-Marie, comment vas-tu? Et moi, ce que j'aime bien dans le travail, c'est justement le rapport au travail, en fait. Le rapport au faire, mais c'est aussi un peu sûrement symptomatique d'une manière de procéder, en fait. Donc c'est pas une question, hein, c'est juste une remarque. C'est une approche du design graphique, en fait, qui est exploratoire. Même les images sont des matériaux, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un truc, une manipulation en fait, assez importante, en fait. On a l'impression que l'héritage de la grille, du design, tout ça, on ne tient pas compte, et il y a un rapport qui est plus dans la manipulation, finalement, d'en faire, où le faire serait une façon de penser le design. Voilà, les documents sont scannés, imprimés, enfin, il y a une espèce
de jeu et puis de plaisir aussi en fait, à manipuler tout ça, ou presque tout est un peu mis au même niveau, j'ai envie de dire, quoi, le texte, les images, la grille. Merci déjà. Non, mais c'est vrai que la question du faire, déjà pour nous, c'est quelque chose d'important, parce qu'à la fois dans les différentes pratiques qu'on a ou qu'on n'a pas vraiment définies, à vrai dire, c'est plutôt une forme d'évitement de l'ennui ou de l'évitement d'une espèce de routine. Et pour prolonger ça, la question de la routine, l'idée de faire toute la journée du design graphique derrière un ordinateur, d'être sur InDesign, de faire des grilles, d'appliquer des styles de caractère, si je dois faire ça pendant 40 ans, je me fous en l'air demain matin. C'est quelque chose de très personnel. La question de la grille, la question des styles de caractère est quelque chose d'essentiel dans notre travail à plein de moments, mais ça peut pas, comme on a aussi l'impression que la dimension technique aujourd'hui d'usage des logiciels, etc., a une forme assez cruciale. Ça peut pas être normatif, ça peut pas être que ça, en tout cas de notre point de vue. Et c'est vrai qu'on a tendance aussi à standardiser énormément de choses par des processus techniques qui nous sans doute font gagner en temps, sans doute en argent aussi. Mais c'est aussi cette forme peut-être d'artisanat ou de rapport à l'objet matériel qui nous intéresse souvent. On en parlait tout à l'heure avec Florence, notre assistante qui a été diplômée il y a 2 ans, nous apprend InDesign. Elle nous regarde, elle nous parle de choses d'automatisation d'InDesign, on la regarde avec des grands yeux perdus, et on lui dit « mais t'es sûr que ça fonctionne ?» Et évidemment, on lui apprend d'autres choses sur InDesign, mais on a sans doute un rapport peut-être technologique un poil moins central en tout cas, enfin pas unique en tout cas. J'avais une question sur la faire. Tu disais que c'était destiné du coup aux étudiants, enfin pas que, mais principalement aux étudiants du coup en design graphique. Moi je me demandais s'il y avait une espèce de suivi que vous avez effectué peut-être avec des écoles qui le commandaient ou qui s'étaient abonnées, je ne sais pas trop comment ça marche. J'ai jamais pensé à ce que ça. Et s'il y avait des retours en fait des étudiants qui les consultaient. J'espère avoir bien compris la question, Sarah. On a, je crois, énormément, je crois que la majeure partie des écoles sont abonnées, soit en direct, mais les écoles souvent peinent à acheter des choses en direct, donc passent par des centrales d'achat qu'on voit peu, mais souvent quand on visite les écoles, on y voit la revue. Étonnamment, à l'inverse, on a souvent des échanges avec les équipes de bibliothécaires ou certains enseignants, mais finalement très peu avec les étudiants. On a plus d'échanges avec les étudiants sur les salons. Quand on fait des salons de livres, qu'on présente la revue, on a plus l'occasion d'échanger à ce sujet. Et c'est peut-être un truc qui manque encore à nos activités du quotidien, c'est essayer d'aller faire aussi une forme de, je sais pas, de compréhension après-vente, je sais pas, des lectures, etc. Mais il nous faudrait du temps. Moi, c'est pas une question ni une remarque. C'est un jugement. Un jugement total et définitif. Non, je vais faire un peu le VRP. Pour vous dire que avec Perrine, on vous dit souvent commencer une collection de revues, de magazines, de livres et tout. La revue Faire, c'est pas excessivement cher. Il y a plein de numéros qui sont encore disponibles sur le site. Et ça vaut le coup d'aller le visiter et vraiment d'investir parce que c'est assez rare d'avoir une dimension pour moi qui est proche de la haute couture, c'est-à-dire que les images ont été sélectionnées avec soin. Le texte a été commandité à chaque fois à la bonne personne qui livre un essai très sérieux et très adéquat et très foulé. Donc c'est vraiment pour celles et ceux qui cherchent des investissements à faire, c'est aller sur le site, ça vaut le coup.
Combien de pourcents? Pardon? Combien tu dois de pourcentage? 10. Ok. 10. Ouais. Après, pour revenir sur ton commentaire, mais ça reflète un peu au-delà de tous les compliments de contenu, mais l'idée, c'était de se dire, pour 7 €, qui un jour va passer à 8, tout le monde le sait, on peut acheter un projet qui ne va pas nous prendre 3 jours à lire, mais dont la forme aura une certaine tenue, qui ne va pas nous coûter 50 € ou 30 € pour acheter la thèse de je ne sais qui sur un sujet très sérieux et tout aussi intéressant, mais on peut avoir, en préambule de l'achat de cette thèse sur un sujet ultra intéressant, une forme de départ, ou en tout cas une entrée, ou une amorce d'intérêt sur un sujet. Moi, je trouve que ce qui est hyper intéressant aussi en dehors du contenu même, c'est le fait que ce soit une collection. C'est-à-dire, au niveau formel, c'est vraiment assez exemplaire dans le travail engagé sur la pérennisation d'une forme, d'un format, d'une mise en page. Mais chaque exemplaire est similaire et extrêmement différent du précédent et du suivant. Il y a cette tenue-là qui est importante, et puis je trouve que ce qui est intéressant, effectivement, plutôt que d'aller chercher de l'information, on ne sait pas trop, dans un texte très 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 long, là ça propose des points de vue multiples. Enfin, la question du choix, elle est intéressante dans la multitude des sujets et des approches que vous proposez. Mais ça tient aussi à... Alors, évidemment, je prendrai les compliments pour moi, mais aussi pour nous, parce que ça tient aussi à l'équipe d'autrices, d'auteurs, avec lesquels on a commencé, mais qui s'agrandit aussi tous les ans. Et tous les ans aussi, on a des gens qui arrivent, qui parfois mettent un grand coup de pied dans la porte, mais aussi en rebondissant sur des choses. Et on commence à créer une forme de famille. J'ai absolument pas l'impression qu'elle ait une forme de consanguinité, mais justement d'une famille par extension sur des centres d'intérêt qui permettent de rythmer un petit peu les saisons. Et ces rythmes sont aussi vraiment le fruit des discussions qu'on a avec tous les auteurs et autrices avec qui on collabore. Et les thématiques, c'est vous qui choisissez? C'est 95% du temps, c'est nous qui choisissons en discussion avec les auteurs. Parfois, on sait qu'une telle ou un tel a un intérêt pour ça. On se dit, ah tiens, peut-être ce serait bien, on lui propose. Elle rebondit dessus, on modifie un petit peu. Et parfois, on a un sujet qu'on va absolument traiter, mais on ne trouve personne. Et peut-être un jour, on trouvera quelqu'un et on se dira, tiens, ce serait super qu'on en discute. On voudra jamais, en tout cas, je sais pas, appeler quelqu'un, lui dire traite ce sujet-là, si c'est pas quelqu'un qui nous paraît pas tant, qui nous paraît en tout cas excité par le sujet. Pas tant que ce soit la personne spécialiste du sujet, mais je prends l'exemple d'Olivier Lebrun. Olivier Lebrun écrit sur les spécimens typographiques. Il n'est pas typographe du tout, il est graphiste. C'est pas quelqu'un qui a cette forme d'excitation pour l'écriture, mais à travers un texte qui est même un poil plus court que les autres, permet de nous emmener dans des recoins vraiment excitants du spécimen typographique qui nous ennuie au plus haut point. Et parce que cette fonderie Lineto propose des objets éditoriaux qui mettent en rythme les caractères typographiques, on a une espèce de magie qui opère. Et finalement, c'est pas un spécialiste de l'histoire des spécimens typographiques, c'est pas un spécialiste de la typographie, mais à travers tous ces intérêts qu'il a pour le bootleg, pour le vol, les questions de transmission, il arrive à partager tout ça. Et oui, aussi la question des provenances d'autrices et d'auteurs est vraiment importante. On a des universitaires, on a des enseignants, on a
des gens qui ont une réelle pratique de l'écriture et de la pédagogie, mais on a aussi des graphistes, on a aussi des graphistes qui écrivent, ou des graphistes qui se remettent à écrire, on a des historiens de l'art, et des praticiens aussi. Donc il y a une forme aussi de croisement, ce qui évite aussi une forme d'ennui d'une écriture qui est parfois unique et un peu monotone. On pourra toujours se plaindre que Thierry Chancogne écrit trop compliqué, mais à côté, il y en a qui écrivent moins compliqué. Thierry, si un jour tu m'écoutes, je suis navré. Mais pense qu'il y a des gens qui te traduisent après. Et juste une question très pratico-pratique et qui peut paraître un peu bête. Vous sortez un numéro tous les 15 jours, mais un numéro, ça n'est pas 15 jours à être produit. C'est quoi la temporalité de la construction d'une revue? Alors, déjà, la publicité est mensongère quand on dit tous les 15 jours. Pour cette fin de saison 3, là, on est plutôt à peu près sur un mois pour les 4 derniers numéros. On est un petit peu en retard. Donc 15 jours, c'est l'objectif qu'on s'était donné en se disant, si ça se trouve, comme toutes les structures, disons, expérimentales, associatives, on va faire face à un auteur qui est malade, quelqu'un qui ne peut plus le faire, nous qui avons un gros boulot qui nous rapporte enfin un peu de sous, qui devons le faire en premier. Parce que je le rappelle, acheter Revue Faire, mais ça ne nous fera pas des sous à nous, ça fera des sous pour reproduire d'autres revues Faire. Donc, disons que les 15 jours, c'est un temps qu'on s'est donné, en se disant que même si on est en retard, on fera 15 numéros. Après, il y a des numéros qui sortent aujourd'hui, ou même qui vont sortir, qui auront pris 3 ans à être faits. Il y en a d'autres qui ont mis bout à bout 1 mois et demi. C'est aussi des questions de production. Je parlais de Thierry Chancogne. Malgré son vocable parfois un peu complexe, c'est une machine de guerre de l'écriture. On lui met un titre et il écrit. Et si c'est un sujet qui l'intéresse, il ne s'arrête pas. Et là, on bataille pendant des heures en disant « Mais Thierry, ton texte fait 90 000 signes, on avait dit 30 000. » Ok, pour 45, mais quand même. Après, il faut te traduire. Donc, on ne voudrait pas faire une syncope à notre traducteur. Et donc, oui, il y a des projets qui sont plus longs que d'autres. Aussi parce que la question documentaire est parfois plus longue que d'autres. Si on veut aller dans des archives, si il y a quelque chose qui se passe très bien ou qui se passe très mal. On avait un gros projet qui était quasiment fait, on n'a pas les droits et il ne verra pas le jour, mais c'est comme ça. Et c'est aussi, je pense, une forme d'expérience du travail qui nous fatigue beaucoup au quotidien quand parfois on accepte des projets à la marge, c'est-à-dire tenus par des grosses structures éditoriales qui ont des rythmes, des cases, des boîtes, qui viennent nous voir avec un projet de design graphique dont le papier a déjà été commandé, le format est connu, le nombre d'exemplaires est connu, le nombre d'images et à peu près le rythme du texte. On se dit super, mais on fait quoi? Vous payez pour une fois une somme rondelette, mais pourquoi faire? Prenez un stagiaire, prenez n'importe qui connaît InDesign, il n'y a peut-être pas besoin. Mais du coup, on essaye aussi de construire ces relations de travail un peu à l'inverse. Donc évidemment, à des moments, c'est casse-gueule parce que c'est pas structuré. Je sais pas, on peut très bien un soir se fâcher avec quelqu'un et puis le lendemain se rappeler, mais des fois, ça peut prendre 15 jours. Mais c'est aussi ce qui fait le projet, c'est aussi ce qui rend un peu le projet humain et excitant. Donc acheter la Revue Faire, ça c'est le mot de la fin. De toute manière, je pense que Sacha est totalement au bout du boulot. Ça va. Ça va, tu veux faire 1 heure de plus? On peut. De quoi pourrait-on parler? Il faudrait trouver. Bon, je repasse un message aux étudiants. Merci à vous d'avoir été là. Merci beaucoup. Et juste pour finir, n'oubliez pas l'exposition de l'ordinaire, qui est superbe, hein, et qui
aussi bien intéresser les étudiants qui sont en art ou en design. Il y a vraiment, c'est très poreux comme projet et c'est très. Moi je trouve ça super. Ça change aussi un peu, il y a quelque chose qui change des experts habituels ou des approches habituelles. Voilà, donc tout sur le moyen. Et pour les premières années qui sont là, ils connaissent très bien pour les structures par